Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste avant de commencer vous dire, vous l'avez peut-être remarqué, l'enregistrement du cours de la semaine dernière manque pour les 10 dernières minutes environ. C'est tout simplement parce que je n'avais pas remarqué, mais il n'y avait plus de piles dans l'enregistreur et l'enregistrement s'est arrêté un petit peu trop tôt. Donc désolé, mais ça n'est pas récupérable. Bon, enfin, il y a quand même 90% du cours qui est enregistré. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre cette quatrième partie du cours consacrée à la sémantique lexicale. J'avais déjà abordé les premiers points, c'est-à-dire d'une part la frontière entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale, la question de la définition de l'unité lexicale avec cette idée qu'il faut distinguer les unités monolexicales et les unités polylexicales. J'en étais au troisième point, à quoi sert une unité lexicale. Sur ce sujet, à quoi sert une unité lexicale, j'avais déjà traité, fait quelques rappels sur les rapports entre signes, pensée, monde, sur l'idée que les signes, au sens saussurien du terme, appartiennent à une sphère sémiotique propre qui se distingue de la sphère, disons, cognitive ou psychique d'un côté et de la sphère mondaine, référentielle de l'autre. Et donc, j'en étais au point consacré aux composants de l'unité lexicale. Je rappelle simplement cette distinction entre unité lexicale et concept. C'est une distinction importante qu'il faut avoir à l'esprit et qui caractérise d'une certaine façon une manière d'entrer dans la description linguistique. Pour certains auteurs, le niveau conceptuel n'est pas pertinent pour l'analyse linguistique. Pour d'autres, si. Là, il y a une différence théorique. L'une des différences les plus massives, si vous voulez, entre le concept et l'unité lexicale, c'est que l'unité lexicale contient des informations grammaticales. Une unité lexicale appartient à une partie du discours, nom, verbe, adjectif, adverbe, et à ce titre, elle est porteuse de certaines possibilités de construction, d'emploi, d'information de toutes sortes, ce qui n'est jamais le cas des concepts. Alors, j'avais rappelé également la conception saussurienne du signifié, qui est donc du signe, pardon, qui est donc une conception dualiste ou binaire du signe, qui exclut à la fois la dimension référentielle et la dimension cognitive, par opposition donc au triangle sémiotique traditionnel, qui lui met en jeu trois polarités, disons, la polarité de la forme du signe ou du signifiant, la polarité de la signification ou du signifié, si vous voulez, et puis la polarité du monde, de la chose désignée par le signe. Alors, j'en étais donc arrivé à ce point dans lequel, donc ce point intitulé « Composants de l'unité lexicale », dans lequel je voudrais simplement faire un rappel tout à fait élémentaire, mais important à mon avis, pour que vous ayez bien à l'esprit toutes les informations, au fond, que porte une unité lexicale. Alors, je distingue, vous voyez, par des initiales MM, MEC, MEEC, en réalité des types ontologiques de constituants qui peuvent être illustrés, qui peuvent être expliqués de la façon suivante. Ce que j'appelle MM, c'est le monde mental, c'est-à-dire l'esprit, le système cognitif, etc. Alors, je propose cette description, mais au fond, au degré d'analyse qui nous intéresse ici, ça n'est pas très important de parler de monde mental ou d'esprit, de monde extramental corporel ou de corps, de monde extramental, extracorporel ou de monde, mais cette dénomination veut signifier le fait que ce qui nous est le plus proche ou le plus connu, au fond, c'est
le monde mental, c'est ce qui se passe dans notre esprit. C'est cela que, d'une certaine façon, nous connaissons le mieux, mais pas d'une connaissance forcément objectivée, mais d'une connaissance intime, si j'ose dire. Nous avons un rapport de proximité avec notre vie mentale qui est évident. Donc, je caractérise ces différents mondes à partir du monde mental. Le monde extramental corporel, c'est donc tout ce qui concerne le corps, qui est extramental non pas au sens où il est séparé de la vie mentale, mais où il inclut d'autres choses que ce qui appartient au monde mental. Et enfin, le monde extramental, extracorporel, c'est au fond le monde le plus lointain de nous, qui est le monde de la réalité. Nous avons, autrement dit, si vous voulez, ce qui est présupposé par ces dénominations, mais sur lesquelles je ne vais pas insister parce que leur justification m'amènerait à des développements qui n'ont pas leur place dans ce cours, mais la justification de ces dénominations vient du fait que je caractérise l'esprit, le corps, le monde en fonction du degré de proximité que nous avons avec ces mondes. Nous sommes le plus proche de notre vie mentale, nous sommes aussi proches de notre corps et plus loin donc du monde dans lequel nous vivons. Bien sûr, il y a des interactions dans tous les cas. Bref, cette distinction de trois types de mondes permet de bien caractériser les différents composants de l'unité lexicale. Alors il y a d'abord le signifiant. Par exemple, je prends l'exemple de l'unité lexicale homme. Alors, le signifiant, donc je prends cette unité lexicale telle qu'elle existe en français, homme. Il y a d'abord le signifiant, c'est-à-dire la suite de phonèmes O ouvert M, homme, qui elle appartient, le signifiant, lui, appartient au monde mental. Le monde, pourquoi il appartient au monde mental, le signifiant? C'est parce qu'il est une entité abstraite qui est indépendante, si vous voulez, des réalisations phonétiques qui sont effectuées ou des actes de compréhension, des actes de perception qui permettent de comprendre un mot que nous recevons. Donc, le signifiant appartient au monde mental. En revanche, la réalisation ou la perception du signifiant, donc le fait de produire des phonèmes ou le fait de les recevoir et de les traiter par notre appareil auditif, eh bien, ces processus de réalisation ou de perception du signifiant appartiennent aussi bien au monde extramental corporel qu'au monde extramental extracorporel, parce que, bien sûr, lorsque je me situe du côté de la production ou de la réalisation à partir des sujets parlants, je décris les réalisations ou les productions de phonèmes dans le cadre d'un monde extramental corporel. C'est par mon corps que je perçois ou que je produis des phonèmes. D'accord ? Bon, on pourrait dire la même chose des graphèmes, puisque le signifiant, là, je l'ai indiqué seulement pour le signifiant oral, mais il faut bien sûr prendre en considération également le signifiant graphique. Mais les signifiants oraux ou graphiques peuvent également être analysés pour eux-mêmes, indépendamment de leur production ou de leur réception, comme des objets du monde. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais une analyse acoustique d'une production sonore, c'est un appareil qui va décrire cette production, elle va le décrire comme un objet du monde. D'accord ? Donc, les réalisations ou perceptions du signifiant appartiennent aux deux mondes, selon le point de vue d'où on se situe. Le signifié de l'unité lexicale homme, eh bien, c'est par exemple, c'est une façon de décrire ce signifié, ce qui va apparaître dans le dictionnaire,
Alors ici, en simplifiant, on a deux acceptions, hein, deux signifiés différents pour le sens du mot homme. Premier sens, être appartenant à l'espèce animale la plus développée sans considération de sexe. Donc là, c'est l'opposition, l'homme en tant qu'opposé à l'animal, par exemple. On peut considérer dans le cadre de l'analyse sémique que c'est un premier sème. Et puis, deuxième sens, le sens de mâle, mais mâle adulte. Hein. C'est-à-dire qu'un mâle enfant, on ne l'appelle pas homme. D'accord ? Donc, il y a deux autres sèmes, le sème mâle, le sème adulte, de l'espèce humaine. Donc, dans ce cas-là, homme se définit par opposition à femme et enfant. D'accord? Donc, c'est un exemple de description du signifié dans l'état actuel de la langue française, mais qui est susceptible d'évoluer, bien sûr. Hein. Pourquoi je dis que cette définition est susceptible d'être évoluée? C'est parce que, compte tenu de ce qui se produit en ce moment dans le monde autour du rapport entre le marquage du genre dans les langues et les perceptions du genre dans les sociétés. Vous avez entendu parler des débats autour de l'écriture inclusive, par exemple, peut-être non. Enfin, bon, je ne vais pas faire une parenthèse trop longue sur ce sujet, mais vous savez, par exemple, qu'un certain nombre de personnes défendent l'idée qu'il est préférable de dire les droits humains plutôt que les droits de l'homme. Hein. Pourquoi? Parce que l'idée que le substantif homme supplante homme et femme peut être interprétée comme une sorte de marquage de la domination masculine dans les sociétés. Bien, donc, il est possible, c'est vraiment une simple hypothèse, hein, que dans quelques décennies, ce premier sens de homme, sens de espèce donc animale par opposition aux animaux non humains, que ce sens de homme devienne désuet. C'est une possibilité, ça n'est pas du tout une obligation, mais on verra comment les choses se passent. Enfin, je précise cela pour dire que les signifiés, au fond, dépendent de l'histoire des langues. Ils appartiennent à un monde mental, bien sûr, au monde mental des individus, mais ce qui est présent dans le monde mental des individus, c'est-à-dire dans leur système cognitif, dépend également de ce qui se passe au plan collectif des langues. Donc il y a une instabilité de ce signifié. D'accord ? Alors, en revanche, le référent, le concept d'homme, alors si je le prends, donc vous voyez que ici, quand je passe au référent, je suis obligé de distinguer deux référents selon l'acception. Hein. Le référent de homme au sens 1 n'est pas le même que le référent de homme au sens 2. Bon, là, je l'illustre par un exemple de homme au sens 2, avec cette affiche de film Un homme idéal. Vous voyez que du point de vue linguistique, lorsqu'on passe de l'unité lexicale nue, si j'ose dire, seule, à la désignation d'un référent, j'ai besoin d'un déterminant. Hein. D'un déterminant qui, comme vous le savez sans doute, va assurer l'actualisation du nom. C'est-à-dire le passage du monde mental au monde extramental, extracorporel. Le fait qu'on utilise un mot pour désigner quelque chose. Alors, je précise aussi que le référent peut éventuellement appartenir au monde mental dans le cas où le référent correspond à des représentations partagées qui n'existent que sur un plan imaginaire.
C'est le cas des êtres imaginaires comme les licornes, le Père Noël, etc. Hein, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ce genre de choses. Il faut les prendre en considération, hein, parce que ce sont bien des référents, mais des référents qui n'appartiennent pas au monde extramental, extracorporel. Ces référents existent sous une forme, si vous voulez, de réplique, etc. Bon. Existe, je veux dire, dans le monde extramental, extracorporel, sous forme de réplique. Par exemple, je ne sais pas, là ça va être pas tout à fait maintenant, mais bientôt, on va voir des Pères Noël dans la rue, hein, mais c'est pas le vrai Père Noël. On va voir des personnes déguisées en Père Noël. Donc il y a bien quelque chose dans la représentation de ce qu'est un Père Noël, bien qu'il s'agisse d'une représentation imaginaire, il y a bien une stabilité qui se caractérise par, donc, là en l'occurrence, une apparence physique, hein, un vêtement, une barbe, etc. Et puis une fonction. Hein. C'est la stabilité de cette représentation collective fait qu'elle peut être un référent par rapport donc à une unité lexicale. Donc le référent appartient au monde extra-mental, extracorporel ou au monde mental. Et enfin, le concept, donc qui lui aussi, on peut dire concept ou également catégorie, on y reviendra tout à l'heure, parce que ce que l'on appelle concept, c'est le résultat d'une opération, au fond, de catégorisation. À la différence du signifié, je vous ai dit tout à l'heure qu'une des différences, c'était que le signifié a une partie appartient à une partie du discours. J'aurais dû d'ailleurs préciser ici, dans la définition du signifié, nom, hein, parce qu'effectivement, c'est un nom, homme. Le concept, non seulement n'a pas de partie du discours, mettons par exemple le concept d'homme au sens de mâle adulte, non seulement il n'a pas de partie du discours, mais à la différence du signifié, ce concept est stable. Ce concept, il existera quels que soient les changements dans les langues. Éventuellement, il ne sera plus... Alors, si je prends le premier concept, hein, le concept d'homme au sens d'être humain par opposition à être... par opposition à animal. Même si, comme je le suggérais tout à l'heure, ce sens devient désuet en français et que plus personne n'utilise le mot homme au sens de homme plus femme, ou plus enfant d'ailleurs, hein, au sens de être humain. Si plus personne ne l'utilise, le concept en revanche d'être humain versus animal continuera d'exister sans aucun problème. Simplement, il ne sera plus sémiotisé éventuellement par la langue française. Donc, d'une langue à l'autre, les unités lexicales ne recouvrent pas les mêmes concepts. Alors, il y a un exemple classique qui est saussurien, hein, c'est la distinction entre mutton et sheep en anglais, qui n'est pas prise en charge par le français, où nous disposons seulement du mot mouton. Hein. Donc, la distinction entre mutton, la viande de mouton, et sheep, le mouton, l'animal. D'accord ? Cette distinction, elle implique l'idée que le mot mouton ou le mot sheep peuvent, dans certains cas, avoir le même référent. D'accord ? Ils peuvent... Si je parle d'un mouton être vivant, je vais utiliser en français le mot mouton et dire ce mouton, et en anglais je vais dire this sheep. Bon. Dans les deux cas, les unités lexicales auront le même référent. Si je parle de la viande de mouton, je dirai en français du mouton, c'est-à-dire je vais jouer cette fois-ci sur le déterminant, du mouton, et je vais dire mutton en anglais. Bon. Deux unités lexicales pour désigner le même référent. D'accord ? Le même référent. Mais en revanche, les signifiés de ces mots, le signifié de sheep est complètement différent du signifié de mutton. Puisqu'il inclut une limitation de mouton. Hein. Le signifié de sheep est complètement différent du signifié de mouton. Puisqu'il inclut dans sa définition une restriction à l'animal, qui exclut donc la viande, qui n'existe pas dans la description du signifié
de mouton. Donc, vous voyez, la différence entre le fait qu'une unité lexicale puisse désigner d'une langue à l'autre le même référent, ou le même concept, si l'on veut, c'est-à-dire opérer le même type de catégorisation, tout en maintenant une différence au plan du signifié. Alors, ces cas où les concepts ne sont pas sémiotisés dans les langues sont très nombreux. Je vous donne ici quelques exemples que j'ai empruntés à un article que j'ai trouvé récemment sur Internet. On peut en regarder quelques-uns si vous voulez. Alors en indonésien, vous avez un mot, alors je ne garantis pas la prononciation, hein, berlenggang, qui signifie marcher avec grâce en tenant sa main sur sa hanche. Bon, vous voyez tout de suite de quoi il s'agit, d'accord? Nous n'avons pas de mot en français pour cela. Dans la même langue, taper des pieds sur le sol de façon répétée quand on est en colère. Vous voyez bien que ça correspond à un concept, on voit quelqu'un qui pourrait faire cela. Alors, trébucher dans un trou caché dans l'herbe qui vient de repousser. Bon, c'est beaucoup plus spécifique encore, hein, mais il y a une unité lexicale en malais pour désigner cela. Bon, au Cameroun, dans la langue bouli, on a ce mot, pelinti, qui signifie bouger la nourriture dans sa bouche parce qu'elle est trop chaude. Vous avez tous fait cela, vous voyez exactement, vous accédez très facilement à ce concept, à cette catégorie de comportement, en l'occurrence ici. Bon, se gratter la tête pour chercher quelque chose. Ici, voilà, un joli mot en langue polynésienne, quand on n'a plus d'appétit parce qu'on est en train de tomber amoureux. Bon, il y a une sémiotisation dans cette langue pour cette idée. Ici, très intéressant aussi, au Chili et en Argentine, un regard partagé par deux personnes, chacun souhaitant que l'autre initie quelque chose qu'ils désirent tous les deux, mais qu'aucun n'ose commencer. Vous avez tous vécu ce genre de situation. Vous êtes capable de conceptualiser cela et de vous rendre compte même que, par exemple, vous avez eu une première fois cette expérience, et puis une deuxième fois, et vous voyez que vous percevez bien dans votre esprit que vous vous retrouvez dans la même situation, vous avez catégorisé cette situation, et etc. Bon, oui. Je voulais juste dire, je ne sais pas si c'est des langues agglutinantes, mais par rapport à la formation des mots dans les différentes manières dans les différentes langues, les langues agglutinantes, les langues fictionnelles et tout, l'unité lexicale n'a pas la même définition en fait. Oui, tout à fait, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais simplement ici, vous voyez, on a des langues de type différents. Hein. Celle-ci est probablement, je ne peux pas vous répondre d'une manière générale pour l'ensemble de ces langues que je ne connais pas, mais on voit bien qu'entre l'exemple de teguk ici, qui signifie en malais boire d'énormes gorgées à la bouteille, et cet exemple-là de la langue yagan, le mode de formation du mot est complètement différent. Hein, et que là, il y a sans doute une agglutination d'éléments, etc. Mais ce que je voulais illustrer par cet exemple, c'est simplement le fait que cette idée que nous avons des concepts qui ne sont pas sémiotisés dans certaines langues, enfin, par exemple dans notre langue, en français, eh bien, c'est quelque chose de très courant, de très général. La description du monde qui est véhiculée par une langue effectue des choix conceptuels, mais cela ne signifie pas, pour autant, que nous n'avons accès conceptuellement qu'à ce qui est sémiotisé par notre langue. D'accord? Ce que je veux dire, ça n'est pas parce qu'il n'existe pas de mots en français ou dans d'autres langues pour un regard partagé par deux personnes, chacun souhaitant que l'autre initie quelque chose qu'ils désirent tous les deux, mais qu'aucun ne veut ou n'ose commencer. Ça n'est pas parce que nous n'avons pas de mots pour cela que nous ne pouvons pas conceptualiser cette situation. Alors, j'insiste un peu lourdement sur ce point parce que un certain nombre disons,
d'approches théoriques un peu trop rapides vont jusqu'à dire que nous n'avons accès conceptuellement qu'à ce qui est sémiotisé dans nos langues. Mais ça n'est pas le cas. Simplement, la différence, oula, ça devient de pire en pire, là, les bruits, les bruits du chauffage, ce qui est la différence qu'on peut supposer, c'est un sujet de recherche en soi, si vous voulez, hein, mais la différence qu'il y a entre le cas où un événement, une catégorie est sémiotisé par une langue et le cas où il ne l'est pas, c'est que cognitivement, lorsque la situation où l'entité est sémiotisée, vous y avez accès plus facilement. Il y a une saillance de cette situation beaucoup plus grande lorsqu'elle est sémiotisée. Alors, ces remarques nous permettent de compléter un petit peu le triangle sémiotique traditionnel en faisant apparaître donc traditionnellement le signifié qui est spécifique aux langues, hein, language specific ici je précise spécifique aux langues, le signifiant également est spécifique aux langues. Vous avez ici le plan des réalisations du signifiant. Alors j'ai parlé des lettres et des sons, mais dans les langues gestuelles des sourds, vous avez également les gestes qui sont des signifiants. Et c'est quelque chose, ces langues sont des langues à part entière, il faut les prendre en considération. Donc on a 3 types de matérialisation possible des signifiants, les sons, les gestes et les lettres, et qui sont spécifiques aux langues en principe, avec le cas un peu particulier des langues des signes qui, malgré leurs différences, ont quand même, en raison de leur iconicité, un certain nombre de structures communes. Bon, passons. Alors, signifiant, signifié, donc spécifique aux langues. Le signifié renvoie, ou disons comme ça, renvoie à des concepts ou des catégories qui elles-mêmes ont des occurrences dans le monde réel ou imaginaire, c'est-à-dire que les objets singuliers du monde ou des représentations collectives partagées sont des membres des catégories véhiculées par les signifiés. D'accord ? Simplement, ce qu'on a vu il y a un instant, c'est que ce rapport entre, d'une part, concept, catégorie et référent, et d'autre part, signifié, n'est pas toujours assuré, c'est-à-dire que dans certains cas, les catégories, les concepts et catégories et les membres de la catégorie inclus ne sont pas sémiotisés, donc n'ont pas de signifié correspondant dans les langues. Alors, ce qu'on a vu également, mais qui n'apparaît pas sur ce triangle, c'est que parfois le signifié renvoie à plusieurs concepts. On l'a vu dans le cas de homme, il y a au moins 2 concepts ou 2 catégories qui sont véhiculées par le signifié homme. Dans ce cas-là, la question va se poser de leur relation, etc. Alors, faisons un premier bilan sur ce que nous avons appris jusque-là des unités lexicales et de leurs fonctions. Alors, premièrement, l'unité lexicale véhicule un ou plusieurs concepts, et puisque ici, entendez bien que concept est vraiment pour moi synonyme de catégorie, simplement le concept c'est le résultat, si vous voulez, de l'opération de catégorisation, ces concepts servent à catégoriser l'environnement. Alors, on a vu également que les langues véhiculent des structurations conceptuelles différentes, mais il demeure que, compte tenu du fait que, quelles que soient les langues ou les cultures dans lesquelles nous nous situons, nous sommes tous des êtres humains, donc il existe probablement des
des structurations conceptuelles universelles. Il y a sans doute un niveau assez général, assez abstrait, pour lequel des catégories existent, des catégories générales existent dans toutes les langues, toutes les cultures, ou alors des opérations sur les catégories existent dans toutes les langues, toutes les cultures, ou presque. Hein. Ça, c'est toujours très difficile d'avoir une généralisation intégrale, mais j'avais déjà fait cette remarque dans un cours précédent, il faut avoir en tête que les deux perspectives sont complémentaires. Vous avez d'une part la perspective conceptuelle universaliste qui va chercher à reconnaître les concepts ou opérations conceptuelles qui sont communes à toutes les langues, et puis d'autre part, une recherche portant sur les spécificités conceptuelles de chaque langue. D'accord ? Ces spécificités conceptuelles étant évidemment liées aux unités lexicales ou grammaticales qu'utilisent les langues considérées. Alors, cette fonction de catégorisation de l'unité lexicale, je vais y revenir plus en détail sur cette notion de catégorisation. Mais il faut garder à l'esprit, c'est peut-être quelque chose aussi que je vous ai déjà dit, mais je me permets de le répéter parce que c'est important, c'est vraiment un impératif cognitif. Nous ne pouvons pas ne pas catégoriser. Nous percevons spontanément tout ce qui nous environne comme des membres de catégorie. Je ne sais pas, je vois ce téléphone devant moi, pour moi, c'est un membre de la catégorie téléphone. Je vois cette écharpe, c'est un membre de la catégorie écharpe, qui est elle-même une sous-catégorie de la catégorie vêtements, par exemple, etc., etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que du fait que ce processus de catégorisation est impératif, nous avons un accès extrêmement difficile à la singularité des choses. D'accord? C'est-à-dire que le fait qu'une chose ou un être soit absolument singulier, incomparable à tout autre, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour notre système cognitif à ressentir, à expérimenter. Ce type d'expérience va exister par exemple dans le cas de l'œuvre d'art, où vous aurez là une tentative de produire quelque chose d'absolument singulier. Mais même dans ce cas-là, quels que soient les arts considérés, vous avez des catégorisations en termes d'école, de style, de genre, etc. Et évidemment, cela fait partie de la connaissance que d'être capable de situer une œuvre littéraire, picturale, cinématographique, etc., dans un genre, un style, etc. Mais ce qui est très difficile d'accès pour nos systèmes cognitifs, c'est d'être sensible aux singularités. D'accord ? Vous allez dans une forêt, vous voyez des arbres. Vous ne voyez pas. Chacun des arbres de la forêt est différent des autres. Hein ? Mais il faut se mettre dans une configuration cognitive très particulière pour avoir accès à cette singularité. Et bon, un certain nombre, encore une fois, de productions textuelles essaient dans la poésie, dans le roman, pour des situations existentielles, essaient de rendre compte de ce genre de phénomène. Hein. Donc, la catégorisation est évidemment indispensable pour que le monde nous apparaisse comme ordonné. Imaginez qu'une maladie existe du cerveau qui fasse que vous ne pouvez plus catégoriser.
Bon, il y a un texte célèbre de Borges sur cet exemple. Le monde vous apparaîtrait comme un ensemble de singularités irréductibles. 2 grains de sable seraient 2 objets complètement différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'accord ? Chaque objet serait pris dans une singularité propre et vous ne pourriez plus les mettre dans des catégories. Mais ne plus pouvoir mettre les choses, les êtres, etc. dans des catégories, c'est s'affronter à un monde complètement chaotique et désorganisé. D'accord ? Donc, le développement dans l'espèce humaine, d'ailleurs la catégorisation existe aussi chez les animaux non humains, mais le développement de la catégorisation dans l'espèce humaine est beaucoup plus fin grâce notamment au langage. Mais bon, passons. Donc, le fait que nous ayons cette aptitude à catégoriser, vous voyez, elle est absolument fondamentale pour notre vie humaine. Bien. Ensuite, l'unité lexicale, on l'a vu, a une nature hybride, c'est-à-dire elle appartient aussi bien, selon ses aspects, au monde mental, au monde extra-mental corporel, au monde extra-mental extra-corporel, ce qui fait qu'elle est un objet qui peut entrer en relation avec d'autres entités de chacun de ces 3 mondes. Ça, c'est un point important. Qui n'aura pas, là, dans la réflexion de ce cours, de conséquences majeures, mais c'est quelque chose qu'on oublie parfois de souligner. Un signe, si je ne le réduis pas simplement à sa dimension psychique, comme dirait Saussure, c'est-à-dire de signifiant et signifié, mais si je le prends dans l'ensemble du réseau où il se situe, c'est-à-dire qui implique les mouvements du corps, qui implique l'existence du monde et les structures du monde, et qui implique aussi mon activité cognitive, eh bien, les unités lexicales, elles permettent une communication entre tous ces mondes, par leur nature même. Bon, produire une unité lexicale, vous l'avez bien compris, c'est informer que j'inclus une entité dans une certaine catégorie. Si je dis ceci est un téléphone, je place cet objet dans la catégorie téléphone. Alors, pour un exemple comme celui-ci, le problème ne se pose pas. Enfin, je veux dire, c'est une proposition absurde, mais il y a toutes sortes enfin pas absurde, mais une proposition, si vous voulez, qui n'apporte rien en termes de connaissances, mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous apprenez quelque chose en découvrant à quelle catégorie appartient tel ou tel être ou tel objet. Dans l'autre sens, comprendre une unité lexicale, c'est comprendre à quelle catégorie appartient une entité. Enfin, les catégories ou les concepts sont des processus mentaux qui ont donc des occurrences. Quand je dis des occurrences dans le monde réel ou imaginaire, c'est une autre façon de dire que les entités du monde réel ou imaginaire partagé, imaginaire ici j'entends vraiment le monde imaginaire partagé, qui caractérise une culture. Je ne parle pas de l'imaginaire individuel, par exemple. Ce sont les membres des catégories, c'est-à-dire les éléments des ensembles que constituent les catégories ou les concepts. Alors, à ce stade de la réflexion, il y a 2 points à approfondir, 2 notions qu'il nous reste à approfondir. C'est la notion de dénomination et la notion de catégorisation. Je vais commencer par la deuxième, la notion de dénomination. Alors, je vais vous l'exposer à partir des travaux de Georges Kléber, qui a très bien décrit la distinction qu'on peut faire entre dénomination et désignation. Donc, on l'a vu, une unité lexicale, c'est une expression linguistique qui renvoie à quelque chose dans le monde. Alors, vous voyez que ce genre de définition d'unité lexicale procède d'une perspective qu'on appellerait volontiers sémantico-référentielle, c'est-à-dire elle s'intéresse au lien entre le sens et la réalité. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas y insister de nouveau, mais cette perspective est contestée par certains linguistes qui d'une manière, on l'a vu un peu avec Rassier par exemple, qui, dans une perspective plutôt saussurienne, vont dire non, la réalité ne doit pas être prise en compte pour la description des langues. Alors, c'est un point de vue qu'on peut défendre, ça n'est pas le mien, et ça n'est pas non plus celui de Kléber. Oui.
Oui, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une perspective sémantico-référentielle. C'est-à-dire que ici, vous voyez, quand je dis une unité lexicale est une expression linguistique qui renvoie à quelque chose dans la réalité ou dans les représentations mentales, mais disons pour simplifier, dans la réalité, par exemple, l'unité lexicale chaise renvoie à l'objet chaise. Quand je définis l'unité lexicale de cette façon, je la définis par une relation entre l'unité lexicale et des objets du monde. Or, et c'est ça la perspective sémantico-référentielle, mais pour certains linguistes, dans, si vous voulez, la filiation saussurienne, le monde n'a pas à intervenir dans la description linguistique. Et seules doivent intervenir les relations entre les différents signifiés, les relations d'opposition entre les signifiés. Et c'est pour cette raison qu'un certain nombre de sémanticiens adoptent une perspective qui n'est pas sémantico-référentielle. Ça répond à votre question? Alors, je le précise bien parce que, ça paraît tellement évident de dire cela, hein, qu'une unité lexicale renvoie à quelque chose dans le monde, qu'on a tendance à oublier qu'on n'est pas obligé de voir les choses comme ça. D'accord? Donc c'est pour cette raison que je vous le rappelle. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Dire qu'une unité lexicale est une expression linguistique qui renvoie à quelque chose dans le monde. Eh bien, ça signifie deux choses. D'une part, que le sens de l'unité lexicale est codé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut l'avoir apprise pour le connaître, ce sens. Hein. Donc, c'est le développement du stock lexical chez l'enfant, à qui on va montrer des objets et puis lui dire ça s'appelle comme ça, ou alors il va deviner en voyant des comportements, il va associer des unités lexicales à des significations. C'est une sorte de codage, d'accord ? Hein, il y a un niveau de codage là, qui est un codage, on pourrait dire arbitraire a priori, mais on verra plus tard qu'il y a une dimension iconique importante. Mais il n'empêche qu'à un certain degré, il faut avoir codé l'unité lexicale. Et puis, deuxième caractéristique que souligne Kléber, l'unité lexicale véhicule une présupposition d'existence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une unité lexicale existe dans une langue, ça présuppose que la chose qui est désignée, le type de... la chose qu'elle permet de désigner existe. Hein, existe alors dans la réalité ou dans des représentations mentales partagées. Alors, le point important ici, c'est de comprendre la distinction, bon, qui est très simple à comprendre, hein, mais qui est une distinction, à mon avis, conceptuelle essentielle, qui n'est pas toujours faite, d'ailleurs, dans les manuels de sémantique, entre dénomination et désignation. Vous voyez, ophtalmologiste est un exemple de dénomination, parce que c'est une unité lexicale codée. Alors, compte non tenu de la formation du mot, là, hein, imaginez que c'est un bloc et que vous ne pouvez pas analyser le détail de la formation du mot, si vous n'avez pas de connaissances historiques, etc. Mais bon, donc on laisse ça entre parenthèses et on considère que pour comprendre ce qu'est un ophtalmologiste, il faut qu'on vous ait appris ce mot. Et qu'est-ce que ça veut dire apprendre ce mot? Ça veut dire qu'on vous a expliqué que ce mot renvoie à tel ou tel type de réalité. C'est donc codé, c'est une dénomination. Et une expression synonyme, hein, comme médecin spécialiste des yeux, est une désignation parce qu'il s'agit d'une construction dont le sens est compositionnel et qui ne suppose pas un codage de l'ensemble de l'expression. C'est-à-dire, vous connaissez le sens de médecin, le sens de spécialiste, le sens de lieu. Donc, ça suppose que vous ayez, si vous avez à votre disposition le codage correspondant à ces unités lexicales, médecin, spécialiste, lieu, vous êtes capable, par compositionnalité, de comprendre ce qu'est un médecin spécialiste des yeux. Mais dire un médecin spécialiste des yeux, c'est effectuer une désignation, et dire un ophtalmologiste, c'est effectuer une dénomination.
Et donc une unité lexicale, c'est ça, c'est une unité, vraiment, hein, on va y revenir dans un instant, qui code une réalité. Mais il y a d'autres façons de renvoyer à des réalités, d'autres façons que les unités lexicales. Cette autre façon, ce sont des constructions de syntagmes compositionnelles, comme par exemple ici, médecin spécialiste des yeux. Alors, à partir de là, on peut distinguer deux types de dénominations, pour les noms propres et pour les noms communs. Donc, pour les noms propres, alors dans le cas des noms, hein, pour simplifier, je me limite au cas des noms, mais il y a aussi de la dénomination pour d'autres parties du discours. Les noms propres, donc, sont des dénominations de particuliers, c'est-à-dire d'individus particuliers ou singuliers. Hein, je ne sais pas, Einstein, Mozart, Paris, etc., sont des noms propres qui donc renvoient. Il n'y a pas de problème pour savoir de quoi je parle quand je parle de Paris en France. Bien sûr, il y a Paris au Texas, mais dans le contexte, disons, ici en France, si vous dites Paris, vous renvoyez à une ville particulière. Les noms propres renvoient non pas à des catégories, mais à des singularités, à des individus particuliers. Et puis, les noms communs, eux, dénomment des catégories. Donc, vous voyez que c'est une différence importante. Ce que j'ai expliqué sur la dénomination, enfin, disons, sur la catégorisation liée la fonction de catégorisation des unités lexicales, là, à partir de cette distinction, on doit préciser que ce processus de catégorisation pour les unités lexicales vaut pour les noms communs, donc pour la dénomination des noms communs. Alors évidemment, on peut passer d'un type de dénomination à l'autre. Alors j'ai pris là deux exemples avec Mozart, hein, donc ce sont des exemples attestés. Il y a un certain Roberto Scalzi qu'on appelle le Mozart de la pizza, ou un homme politique autrichien, Sebastian Kurz, le Mozart de la politique. Donc vous voyez que à partir de ce genre d'exemple, on peut dire un Mozart de n'importe quoi, d'accord ? Donc pour dire quelqu'un qui est un virtuose. Hein ? Donc là, le nom propre Mozart devient, qui est au départ donc une dénomination de particulier, devient une dénomination de catégorie. Et vous pouvez aussi utiliser ce genre de catégorie pour dire c'est du Mozart, en parlant d'une musique, ou c'est du Picasso, en parlant de peinture. Curieusement, d'ailleurs, vous remarquerez qu'on peut dire, pour le cas de l'œuvre picturale, c'est un Picasso, c'est du Picasso, mais pour la musique, on dirait difficilement c'est un Mozart. Hein, on va dire c'est du Mozart. Bon, donc là, il y a peut-être une propriété linguistique là-dessous qui pourrait être examinée. Bien. Deuxième point à retenir sur la question de la dénomination, c'est que les dénominations comportent deux composants sémantiques. Alors, je commence par la deuxième, qui est la plus évidente et la plus simple, qui est donc la partie qui décrit la dénomination. Hein. Dans une dénomination, évidemment, vous avez des informations qui vous permettent de savoir à quel référent vous pouvez renvoyer en utilisant l'unité lexicale considérée. Vous savez que l'unité lexicale chaise, puisqu'elle est une dénomination, elle vous permet de renvoyer à un certain ensemble d'objets du monde qui partagent un certain nombre de propriétés. D'accord ? Eh bien, c'est cela, cette description du type de choses qui est virtuellement visée par la dénomination. Mais il y a une autre partie
Et il revient à Kléber d'avoir attiré l'attention sur ce point. Une autre partie dans les dénominations qui, au fond, signifie leur unité, d'accord, signifie qu'il s'agit d'un tout, d'une totalité, en quelque sorte, irréductible à ses constituants. Quand on dit que les unités lexicales sont codées, hein, que le sens de l'unité lexicale est codé, il faut comprendre non seulement codage, mais unité. Et c'est à cette notion d'unité que renvoie l'iconicité de la dénomination. Il ne peut pas y avoir dénomination sans que l'expression considérée comme une dénomination ait une forme d'unité. Puisqu'elle désigne une catégorie, elle a dans sa forme quelque chose comme une unité. D'accord ? Et c'est cela qu'on peut appeler l'iconicité de la dénomination, parce que l'unité de la forme ressemble à l'unité du contenu de l'unité lexicale. Alors, c'est évident dans le cas des unités polylexicales, hein, puisqu'on a vu, je ne vais pas y revenir, mais que une expression très figée comme cordon bleu, par exemple, est là une unité qui se caractérise par le fait que vous ne pouvez effectuer aucune opération de transformation. Hein, je l'ai dit, on ne peut pas dire un cordon très bleu, le bleu de ce cordon, la bleuite, enfin, etc. Bon. Donc, le fait que vous ne puissiez faire aucune transformation sur cette unité polylexicale cordon bleu montre qu'elle forme un bloc, donc qu'elle est une unité. Et c'est cela, encore une fois, que désigne la notion d'iconicité de la dénomination, c'est que cette unité formelle de l'unité polylexicale figée traduit l'unité ou la totalité, l'unification de la dénomination. D'accord ? C'est un type de chose qui est désigné. Alors, cela vaut également pour les mots construits, pas seulement pour les unités polylexicales. Prenez dépoussiérer. Là aussi, c'est un exemple que je reprends à Kléber. Dépoussiérer, vous allez le trouver, si je vous demande le sens de dépoussiérer, vous allez me dire dépoussiérer, ça veut dire enlever la poussière. Vous êtes d'accord que c'est une unité lexicale, que c'est une dénomination dépoussiérer, c'est une seule unité. Donc si c'est une unité lexicale, si c'est une dénomination, ça n'est pas une désignation. Donc l'unité lexicale va dire plus, va dire autre chose que la désignation. Et comment on le voit avec cet exemple ? D'une manière très simple, si dépoussiérer signifiait enlever la poussière. Lorsque vous avez une poussière dans un œil et que vous l'enlevez, est-ce que vous dites que vous êtes dépoussiéré l'œil ? Non, certainement pas. Donc, il y a des restrictions d'emploi dans dépoussiérer qui font qu'on ne peut pas entièrement le réduire au sens de dé, enlever, plus poussière. Et le fait qu'on ne puisse pas le réduire au sens de D plus poussière, de la même manière qu'on ne peut pas réduire table ronde à une table qui est ronde lorsqu'on veut désigner une réunion, eh bien, montre qu'il y a une iconicité de la dénomination, c'est-à-dire une unité. Il y a quelque chose qui fait unité dans ces expressions ou dans ces unités lexicales construites, quelque chose qui fait unité et qui renvoie à, disons, la singularité conceptuelle véhiculée par l'unité lexicale. D'accord ? Je suis d'accord que cette notion d'iconicité de la dénomination est une notion un peu complexe,
plus abstraite. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette notion, vous pouvez lire cet article de Kléber écrit en 2001 qui en parle de manière beaucoup plus détaillée que ce que je vous ai exposé. Alors, je vois qu'il est déjà plus de midi, donc nous allons faire une petite pause et reprendre dans 10 minutes. La suite de l'air. Oui, alors nous allons reprendre peut-être quelques questions donc, sur ce qu'on vient de dire. Vous aviez des questions? Ils m'ont demandé la différence entre dénomination et... elle me demandait un sac à dos ou un sac à main, c'est une dénomination ou c'est une Alors, expression un sac à dos, un sac à dos, un sac à main, c'est effectivement une dénomination. Voilà. C'est une unité lexicale? Oui. C'est une unité polylexicale, une unité lexicale de type polylexical. C'est un mot Comme qui est composé de on a vu déjà unité monolexicale, polylexicale, vous vous souvenez? Donc un sac à main ou un sac à dos, ce sont des unités polylexicales parce que ce sont des unités lexicales constituées de plusieurs mots et qui ont, si vous voulez, des liens de solidarité entre eux, au sens où vous ne pouvez pas dire un sac à belles mains, par exemple, enfin vous ne pouvez pas modifier l'intérieur de cette unité polylexicale, il y a un certain nombre de transformations que vous ne pouvez pas faire et qui renvoient donc à l'iconicité de la dénomination dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, une unité lexicale, ça n'est pas un seul mot. Une unité lexicale, c'est un seul mot quand c'est une unité monolexicale, mais comme dans le cas de sac à main ou sac à dos, c'est une unité polylexicale. Mais c'est une unité lexicale de type polylexical. Il y a deux types d'unités lexicales, celles qui sont composées avec un seul mot et celles qui sont composées avec plusieurs mots. Est-ce qu'on peut dire que ça devient une dénomination quand il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de... Oui. Parce qu'on ne dirait pas un sac à course ou un... Enfin, Oui, on peut le dire, mais oui, un ça, sac, c'est une on dira, définition. voilà, un sac pour les courses, exactement. Un sac pour les courses, c'est un très bon exemple. C'est une désignation Voilà. dans ce cas-là. Ouais. Parce qu'on peut dire cabas ou je Voilà, sais pas, vous- qui serait une Ouais, ouais. dénomination. Donc il n'y a pas de... Tout à fait. On évite les deux. Pardon? Un cabas, c'est une dénomination. Un cabas, c'est Oui. Voilà. Parce que là, un sac pour les courses, vous pouvez effectuer toutes des transformations que vous ne pouvez pas. Par exemple, un sac pour les courses, vous pouvez dire pour les courses en ville, pour les courses au marché. Vous pouvez dire, au lieu d'un sac pour les courses, vous pouvez dire un cabas pour les courses, etc. Alors qu'un sac à main, vous ne pouvez pas dire un cabas à main. Un sac, c'est une unité lexicale, monolexicale. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on vient de voir? Oui? Chaise? Oui? Un meuble, oui, oui, c'est aussi une unité lexicale. Alors, je vais en parler de la différence entre chaise et meuble en termes donc de variation d'extension du nom, de l'unité lexicale. On va en parler. Pas d'autres questions? Ça va? Très bien. Alors, je poursuis donc avec un deuxième bilan sur cette question des unités lexicales. Ce sont donc des couples forme-sens. L'unité lexicale, du point de vue de sa forme, est une entité mentale qui peut être donc réalisée d'une manière corporelle. Je n'y reviens pas. Et la forme produite, qu'il s'agisse de son, de graphisme, de geste, on peut la voir comme un objet externe. Donc ça, c'est un rappel du fait que les unités lexicales appartiennent aux trois mondes dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, la forme de l'unité lexicale est associée à un sens, puisque une unité lexicale, c'est toujours un couple forme-sens. Le sens associé à l'unité lexicale, d'une part, a un aspect grammatical, c'est la partie du discours. Je l'ai déjà dit, c'est ce qui la différencie du concept, mais il y a d'autres différences, notamment, on l'a vu, le fait que les concepts sont stables alors que les significations, enfin le sens des unités lexicales est instable, variable historiquement.
Ce sens qui caractérise l'unité lexicale est un sens dénominatif dans le cas des noms propres, qui réfèrent directement à des particuliers, mais c'est un sens descriptif dans les autres cas. Dans ce cas, le sens de l'unité lexicale, autrement dit le signifié si l'on veut, il peut correspondre à un concept ou à plusieurs concepts, et ces concepts peuvent être vus comme des catégories. Je vais y venir tout à l'heure, catégories qu'on caractérise par leur extension et leur intention. Mais ça, je vais l'expliquer après. Dans ce cas, donc, l'unité lexicale, on l'a vu, permet de catégoriser l'environnement avec des possibilités de structuration conceptuelle différentes. Les unités lexicales se composent donc d'unités monolexicales qui sont simples comme table ou construites comme dépoussiérées. On va parler d'unités lexicales construites lorsque il y a par exemple une préfixation, une suffixation, et d'unités polylexicales qui sont plus ou moins figées, qu'on appelle aussi des phrasèmes, comme cordon bleu, sac à main, on vient d'en parler, etc., etc. Bon, alors maintenant, la notion à laquelle je voudrais m'intéresser et que je voudrais approfondir avec vous, c'est la notion de catégorisation. Alors, un premier point, donc voilà, notion de catégorisation, donc on va voir le lien entre catégorisation et analogie, mais ça je vais passer rapidement, on verra ça plutôt l'année prochaine. Et puis, je vous expliquerai classiquement, ça c'est vraiment quelque chose qui est un passage obligé de tous les manuels de sémantique, de tous les cours de sémantique, la différence entre la catégorisation selon le modèle des conditions nécessaires et suffisantes et la catégorisation selon la sémantique du prototype. Alors, tout d'abord une petite citation sur le fait que, d'une manière générale, du point de vue cognitif, la catégorisation est un cas de processus analogique. L'analogie, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir dans ce cours, mais je m'y intéresse parce que c'est un de mes sujets de recherche sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années. Donc, l'analogie, c'est un processus cognitif central chez l'homme qui permet, si vous voulez, d'effectuer des processus d'identification à partir de similarités. Il y a un exemple que j'ai abordé avec vos camarades de master il y a une quinzaine de jours, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la question de l'Holocauste animal. Vous avez peut-être vu passer cela, il y a un homme politique suisse qui a été amené à démissionner récemment parce qu'il avait effectué une analogie entre le transport des porcs dans un abattoir et puis le transport des juifs dans les camps d'extermination. Donc un certain nombre de personnes qu'on appelle les antispécistes, ceux qui sont contre l'idée qu'on fasse une différence fondamentale entre l'homme et l'animal, propagent cette analogie de l'Holocauste animal, disant que la façon dont on traite les animaux dans les abattoirs notamment est similaire est analogue, disons, à la façon dont on a traité les Juifs pendant la période nazie. Bien, alors, c'est une analogie, parler d'holocauste animal. On fait une analogie entre la situation, entre le judéocide de la Seconde Guerre mondiale et la situation, ce qui se produit dans les abattoirs. Cette analogie est contestable pour toutes sortes de raisons, mais elle est utilisée par les militants de la cause antispéciste pour essayer disons, d'alerter les consciences sur le fait qu'il y a de la cruauté à l'égard des animaux dans les sociétés occidentales. Sauf une analogie, il n'y a pas de problème temporel, on peut comparer à quelque chose qui s'est passé. Oui, oui, bien sûr. En fait, le principe de l'analogie, c'est qu'il y a une similarité. Alors là, dans le cas de la situation entre les abattoirs et les camps d'extermination, on peut effectivement dire qu'il y a un certain nombre de similarités. Il y a
une similarité dans le mode de transport soit des animaux, soit des juifs qui ont été transportés dans les camps d'extermination. Il y a une similarité dans l'industrialisation du processus, etc., etc. Mais ce n'est pas parce que vous admettez cette similarité que vous effectuez l'analogie, c'est-à-dire l'opération d'identification entre les deux situations. Et bon, alors, je donne simplement cet exemple pour vous dire que ça, c'est un cas de l'analogie qui est ce qu'on appelle l'argument par analogie, donc qui est traité dans les problématiques liées à l'argumentation. Mais d'une manière générale, et de toute façon, l'analogie, dans l'argumentation, vous l'utilisez constamment. Dès que vous êtes en train de parler à quelqu'un et que vous essayez de le convaincre de quoi que ce soit, à un moment donné, vous êtes presque fatalement amené à dire « Ah, c'est comme si tu disais que… » etc., etc., c'est-à-dire à effectuer une argumentation par analogie. Donc, d'une manière plus générale, l'analogie, donc le processus qui consiste à effectuer des identifications à partir de similarités, l'analogie est un processus cognitif central chez l'homme. C'est vraiment le processus cognitif le plus important parmi l'ensemble des processus cognitifs existants chez l'être humain, enfin le plus important du point de vue des facultés mentales supérieures. Alors, ici, vous avez une citation qui vous indique que la catégorisation est au fond une fonction particulière de l'analogie, un cas particulier de l'analogie. Donc, si vous voulez, on peut la lire rapidement ou la traduire. Le raisonnement par analogie, mais là, moi, je parle du processus analogique en général. Hein, ce qui est dit ici du raisonnement par analogie. Raisonnement par analogie suppose quelque chose d'assez conscient, mais le processus analogique lui-même est très largement non conscient dans beaucoup de situations. Donc, les processus analogiques ou le raisonnement par analogie, c'est-à-dire la capacité de percevoir et d'utiliser des similarités relationnelles entre deux situations ou deux événements, est un aspect fondamental de la cognition humaine. En effet, un certain nombre de chercheurs ont montré que c'est un mécanisme cognitif essentiel qui sépare la cognition humaine de celle d'autres espèces intelligentes ou d'autres espèces d'animaux. Donc il existe des processus analogiques chez les animaux non humains, mais qui sont infiniment moins développés que chez l'être humain, notamment, encore une fois, grâce au développement du langage. C'est un processus central dans la découverte scientifique et dans la résolution de problèmes, parce qu'on a pu montrer que les découvertes scientifiques par, c'est pas Einstein, Poincaré, etc., se sont souvent faites par des raisonnements par analogie. Et donc, un processus central dans la découverte scientifique, dans la résolution de problèmes, aussi bien que dans la catégorisation et dans la prise de décision. Bon, donc je ne vais pas y insister parce que ce serait trop long, mais sachez que la catégorisation, comme processus cognitif, peut être vue comme un cas particulier du processus cognitif analogique. Alors, maintenant, qu'est-ce que la catégorisation, comment elle est définie généralement? Alors, je vous donne une petite définition que j'ai reprise donc dans un ouvrage d'Anne Reboul intéressant sur le langage et cognition humaine, qui elle-même cite Neisser, là, donc un ouvrage sur les concepts et le développement conceptuel. La définition, je l'ai retenue parce qu'elle est très simple. Catégoriser, c'est traiter un ensemble de choses comme, d'une façon ou d'une autre, équivalentes. Les mettre sur le même tas, ou les appeler par le même nom, hein, c'est ce qu'on a vu à partir de la notion de dénomination, ou y répondre de la même façon. Donc, autrement dit, la catégorie, c'est le résultat du processus de catégorisation, et nous catégorisons dès que nous percevons quelque chose. J'ai déjà un petit peu exposé ce point. Alors, traiter des choses comme équivalentes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes confronté, par exemple, à ce type d'image, où au fond, vous voyez que la première ligne qui montre des pommes, ici, avec des pommes de couleurs différentes, qui sont présentées de façon différente, ou les tomates, dans la troisième ligne, vous voyez qu'il y a probablement plus de ressemblances visuelles entre cette tomate un peu rouge et cette pomme un peu rouge, qu'entre la pomme verte et cette pomme rouge ici. Mais ces ressemblances ne sont pas prises en considération parce que vous voyez immédiatement
chaque ligne comme appartenant à une catégorie. Catégorie des pommes, des poires, des tomates ici, donc qui va être subsumée par une catégorie plus générale qui est la catégorie des fruits. Ici, vous avez des catégories d'animaux qui sont présentées ici sous forme de jouets, mais qui représentent ici des vaches, des chiens, des chevaux. Et aussi différents que soient ces chevaux, vous les percevez dans la catégorie chevaux. Ici, des tasses ou des mugs, on va y revenir dans un instant. Ici, des petites voitures. Bon. Donc, catégoriser, c'est, comme je le disais tout à l'heure, mais là je l'illustre un peu concrètement, c'est voir que cet objet-là, la pomme, enfin c'est une image, ici c'est pas vraiment un objet, mais cette image n'est pas une image singulière individuelle, mais est simplement un membre de la catégorie générale qui apparaît sur chaque ligne, donc là en l'occurrence un membre de la catégorie générale des pommes. Alors, un exemple un peu plus approfondi de réflexion sur cette notion de catégorie et de catégorisation est dû à Leboeuf. Donc, c'est un exemple assez ancien, mais très classique et souvent repris dans toutes sortes d'analyses récentes. C'est l'exemple de ce qu'est une tasse. Alors, une expérience a été faite pour savoir dans quel cas les gens vont dire, par exemple, tasse ou bol. Alors on montre, si vous voulez, à des personnes des images de tasse ou de bol, enfin, c'est-à-dire à chaque fois avec une anse de taille plus ou moins grande, et il y a un seuil en termes de diamètre à partir duquel on va commencer à dire plutôt un bol qu'une tasse. C'est ce seuil-là. Vous voyez, là, vous commencez à comprendre que cette question de la catégorisation, elle n'est pas aussi simple que ce que j'ai exposé jusqu'à présent pour, disons, réserver des étapes dans la compréhension du phénomène ou du processus. La catégorisation, elle introduit une sorte de discontinuité là où il y a une continuité dans la réalité. Au fond, il n'y a pas plus de différence entre la tasse ou bol 3 et la tasse ou bol 4 qu'entre la tasse ou bol 3 et la tasse ou bol 2. On a juste un diamètre qui a un tout petit peu augmenté dans chacun des cas. Sauf qu'on va effectuer une discontinuité entre 3 et 4 ici et considérer qu'à partir de là, on parle préférentiellement de bol plutôt que de tasse. Alors l'affaire se complique lorsque on introduit des contextes de nourriture, c'est-à-dire lorsqu'on met plutôt des liquides ou plutôt du solide dans les objets considérés. C'est-à-dire, vous mettez, je sais pas, de la soupe ou du riz dans les objets. Eh bien, là, en fonction de ce que vous avez perçu, enfin de ce que vous avez mis dans la tasse ou dans le bol, on va percevoir la tasse ou le bol plutôt comme tasse ou plutôt comme bol. C'est-à-dire, autrement dit, on va le percevoir plutôt plus longuement comme tasse quand il y a un liquide dedans et plus rapidement comme bol dès qu'il y a un solide à l'intérieur. Autre point important, donc qui répond à la question que vous commenciez à poser tout à l'heure, Madame, sur la différence entre meubles, chaises. Donc la question de la hiérarchie des catégories et donc de la distinction entre les hyperonymes et les hyponymes. Les catégories sont organisées hiérarchiquement. Il y a des catégories plus générales que d'autres, autrement dit des catégories qui incluent des sous-catégories. Alors un exemple typique, la catégorie générale animale inclut aussi bien mammifères que oiseaux, mammifères inclut carnivores ongulés, carnivores inclut guépards, tigres, lions, etc. Bon. Alors du point de vue terminologique, on va parler d'hyperonymes pour la catégorie générale et d'hyponymes pour la catégorie inférieure. Mais attention, cette dénomination est relative. C'est-à-dire que mammifère est hyponyme par rapport à animal qui est son hyperonyme,
Mais mammifère est hyperonyme par rapport à carnivore, qui est son hyponyme. D'accord? Le terme d'hyperonyme n'est pas réservé à animal. Hein. Ces dénominations hyperonyme-hyponyme sont relatives. Ce genre de hiérarchie des catégories, vous l'avez pour toutes sortes de choses. Là, je vous donne un exemple juridique. Ce qu'on appelle une personne en droit, la catégorie de la personne en droit se distingue en catégorie de la personne physique ou de la personne morale. La personne morale se distingue en deux catégories, se divise en deux catégories, la personne morale de droit privé et la personne morale de droit public. La personne morale de droit privé va se distinguer, va comprendre deux sous-catégories, société et association. La personne morale de droit public, 3, État, collectivité, établissement public, etc. Et dans les établissements publics, vous avez plusieurs sous-catégories, collège, lycée, université, école, et puis on pourrait continuer comme ça. Hein. Donc vous voyez que la question de la hiérarchie des catégories, elle vaut pour n'importe quelle réalité désignée, n'importe quelle conceptualisation, ça s'applique toujours. Et il y a toujours des hyperonymes et des hyponymes. Hein. Ici, par exemple, personne morale de droit privé est un hyperonyme par rapport à société qui est un hyponyme. Cette question de la hiérarchie entre les catégories se décrit, là je continue si vous voulez d'introduire le vocabulaire technique qui permet de décrire les catégories. Cette question de la hiérarchie entre les catégories se décrit en termes d'extension et d'intention. Alors, un premier exemple pour expliquer la distinction entre intention ou compréhension et extension. Si vous prenez, je prends un exemple de mathématiques élémentaires pour être très comment dire, qui me paraît, si vous voulez, d'une clarté absolue. Si vous considérez l'ensemble des nombres pairs, vous avez deux façons de définir cet ensemble. Une définition qu'on appelle soit en intention, soit en compréhension, qui est une caractérisation abstraite. Donc vous allez dire que l'ensemble des nombres pairs, c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire n appartenant à n, tel qu'il existe p appartenant à n avec n égale 2p, c'est-à-dire que voilà, les nombres pairs se caractérisent par le fait que ce sont les nombres divisibles par 2. Hein, ou alors des multiples de 2. D'accord? Ça, c'est la définition intentionnelle ou par compréhension. En compréhension. Et puis, vous avez une autre définition qui est une définition extensionnelle, qui est donc une simple énumération. L'ensemble des nombres pairs, c'est l'ensemble des nombres 0, 2, 4, 6, 8, etc. Bien. Deuxième exemple, linguistique cette fois-ci, quand vous prenez la catégorie chien, vous pouvez avoir une définition par intention ou par compréhension. Donc c'est une définition par exemple de dictionnaire. Mammifère carnivore, très anciennement, j'ai repris la définition du TLFI. Mammifère carnivore, très anciennement domestiqué, dressé à la garde des maisons et des troupeaux, à la chasse, ou bien élevé pour l'agrément. Bon, vous voyez qu'on pourrait décomposer ici un certain nombre de sèmes, hein, en termes d'analyse sémique. Mais peu importe, ce qui m'importe ici, c'est que cette définition par intention, c'est une caractérisation générale de la catégorie chien. Et puis la définition extensionnelle, c'est donc l'ensemble des êtres que je peux nommer chiens. L'ensemble, un certain chien, un autre, etc. Une sorte de liste de chiens, d'ensemble d'objets, donc qui sont l'ensemble des objets désignés par le mot chien. C'est l'extension du nom chien. Donc, l'extension d'un nom ou d'un syntagme nominal ou d'un concept, c'est, par définition, l'ensemble des êtres ou objets auxquels le concept, le nom ou le syntagme nominal est applicable. Donc, l'extension de chien, c'est l'ensemble de tous les êtres que je peux nommer chien. Ça suppose évidemment cette définition, vous comprenez bien, parce que je peux utiliser chien pour désigner un homme, un être humain, comme insulte, par exemple. D'accord ?
Mais il va de soi que cette utilisation insultante du mot chien va être fondée d'abord sur l'extension normale du mot chien, enfin l'extension de base, si vous voulez, du mot chien. Alors, un point important à connaître, qui est très classique, date du XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle la loi de Port-Royal. L'intention, pardon, il y a une coquille ici qu'il faudra que je corrige, l'intention et l'extension varient en proportion inverse. L'intention et l'extension varient en proportion inverse. Alors, qu'est-ce que ça signifie que l'intention et l'extension varient en proportion inverse? C'est une chose, si vous voulez, très simple à expliquer, et qui est assez naturelle, c'est que plus votre définition, c'est-à-dire plus votre intention, est grande, c'est-à-dire plus la définition est précise, plus l'extension est réduite. Alors, prenez par exemple chien. La définition intentionnelle, c'est mammifère carnivore très anciennement domestiqué, etc. Et puis donc l'extension, c'est l'ensemble des chiens. Si vous imaginez que vous avez une intention réduite à mammifère carnivore. Donc, votre intention, l'intention, je l'ai diminuée. J'ai enlevé des sèmes. J'ai diminué l'intention. J'ai diminué la définition. J'ai enlevé des traits caractéristiques de la définition. Or, en enlevant des traits caractéristiques de la définition, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de l'extension? J'ai agrandi l'extension. Puisque si je parle de l'extension de mammifères carnivores, l'ensemble de tous les carnivores, j'ai évidemment un ensemble beaucoup plus grand que l'ensemble des chiens, qui sont un sous-ensemble de l'ensemble des mammifères carnivores. Donc vous voyez bien que lorsque je réduis l'intention, j'augmente l'extension. Et inversement, si j'ajoutais une caractéristique, par exemple pour définir le teckel, j'ajouterais là que c'est un chien, et puis j'ajouterais une caractéristique supplémentaire pour caractériser, pour différencier le teckel des autres chiens, mais je suis obligé, pour avoir une définition en intention de teckel, d'ajouter une information par rapport à l'intention de chien. Or, en ajoutant une information, c'est-à-dire en augmentant l'intention, qu'est-ce que je fais? Je diminue l'extension. C'est-à-dire que teckel va avoir une extension plus petite que chien. D'accord? Ça, c'est une loi importante qui a été, découverte, mise en évidence au XVIIe siècle à Port-Royal. Donc, les notions à retenir, c'est la notion d'extension et d'intention d'une catégorie, et puis la notion dont j'ai déjà parlé, d'instance ou de membre. On parle même d'occurrence, si vous voulez, quand on parle de la catégorie, il faut bien distinguer la catégorie et ce qu'il y a dans la catégorie, comme il y a un ensemble et les choses qui sont dans cet ensemble, les éléments de cet ensemble. Bon, pour désigner les éléments des ensembles que sont les catégories, on utilise, alors certains auteurs font des nuances entre ces termes, mais pour notre part, nous n'aurons pas besoin de ces nuances, on parle d'instance, de membre ou d'occurrence d'une catégorie. Alors, pour décrire les catégories, je l'annonçais tout à l'heure, on dispose de deux modèles. Le premier modèle, le plus classique, si vous voulez, le plus naturel lorsque on y réfléchit spontanément, c'est le modèle qu'on appelle des conditions nécessaires et suffisantes, que certains appellent parfois le modèle aristotélicien, et qui se définit par l'idée que les catégories se caractérisent par l'existence d'un dénominateur commun de chacun des membres. C'est-à-dire, si des membres appartiennent à une catégorie, c'est parce qu'ils ont tous un dénominateur commun. Alors, par exemple, donc
j'ai oublié de préciser que ce dénominateur commun, ce sont les propriétés, évidemment, que partagent l'ensemble des membres de la catégorie. Voilà, je prends l'exemple oiseau défini en intention comme vertébré à plumes. Qu'est-ce que ça implique, ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes? Ça implique deux choses, il faut vraiment voir les deux aspects. Ça implique d'une part que tout objet, tout être qui a ces deux propriétés, c'est-à-dire d'une part qui est vertébré et qui d'autre part a des plumes, va appartenir à la catégorie oiseau. Et inversement, si je dis que quelque chose appartient à la catégorie oiseau, je pourrais immédiatement, automatiquement, obligatoirement en déduire qu'il est vertébré et qu'il a des plumes. Donc, d'une certaine façon, avec ce modèle, vous comprenez quelque chose qui est de toute façon valable pour l'autre modèle aussi, c'est que la catégorisation, elle va permettre des inférences. Le fait de savoir que quelque chose est un oiseau ou qu'un être est un oiseau vous permet tout de suite de déduire des propriétés. Qu'il a des plumes, qu'il vole, par exemple, mais pas dans cette définition-là. Alors, ce type de conception de la catégorie est utilisé, disons, couramment dans la modélisation scientifique, dans les descriptions à vocation scientifique du monde. Et je vous donne ici donc un exemple scolaire de classification pour les espèces animales, avec la distinction entre les invertébrés et les vertébrés. Vous voyez, donc on a à chaque fois des propriétés qui vont caractériser les hyperonymes ou les hyponymes. Donc, il y a d'abord à l'intérieur des êtres vivants cette distinction entre invertébrés et vertébrés. La catégorie générale invertébrée est elle-même hyperonyme par rapport à deux autres sous-catégories, qui n'ont pas de nom, mais qui se caractérisent par l'existence ou pas d'une symétrie. Et puis, à l'intérieur de ces sous-catégories, d'autres sous-catégories. Pour les vertébrés, vous retrouvez ici la catégorisation de oiseaux par vertébré qui a des plumes. D'accord? Alors, ce qui caractérise donc ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est d'une part que les catégories sont des entités aux frontières strictement délimitées, c'est-à-dire que vous êtes dans ou hors de la catégorie, puisqu'il faut des propriétés. Donc, si un être est vertébré mais n'a pas de plumes, il n'y a pas de question, il ne fait pas partie de la catégorie oiseau. Les propriétés sont vraiment impératives, donc les frontières de la catégorie sont nettes. Ce qui est une autre formulation de la même idée, c'est que l'appartenance à la catégorie, puisque les frontières des catégories sont nettes, vous n'avez pas d'entité ou d'être qui appartiennent plus ou moins à la catégorie. La logique de catégorisation dans ce type de modèle est une logique binaire, vrai ou faux. L'être ou l'objet appartient ou non à la catégorie. Et puis, par ailleurs, les membres d'une catégorie ont tous le même statut. À partir du moment où vous définissez l'oiseau comme un vertébré qui a des plumes, n'importe quel être qui est vertébré et qui a des plumes est un oiseau au même titre que n'importe quel autre. D'accord ? Il n'y a pas de différence. Bon. Alors, la question qui se pose avec ce type de modèle, c'est que il est utile notamment pour la classification scientifique, il est utile dans certains cas
pour les langues et pour la catégorisation, par exemple, métalinguistique, mais on peut se demander s'il reflète notre aptitude naturelle à catégoriser, si les processus cognitifs de catégorisation présentent ces propriétés caractéristiques d'être binaire ou alors de faire en sorte que tous les membres de la catégorie ont le même statut. Et puis par ailleurs, on peut se demander si la façon dont les langues naturelles catégorisent via la dénomination correspond également à ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Or, on peut en douter pour les raisons suivantes. Je terminerai sur ce point et donc je reprendrai la semaine prochaine pour vous exposer le deuxième modèle qui va répondre aux insuffisances de ce premier. Dans la catégorisation ordinaire, ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est que les frontières de la catégorie en réalité ne sont jamais nettes. Les catégories ne sont pas homogènes. Certains éléments sont de meilleurs représentants que d'autres. Et puis par ailleurs, il y a des propriétés qui sont parfois vérifiées, parfois non. Donc autrement dit, mais je préciserai tout cela la semaine prochaine, dans la catégorisation naturelle, on a quelque chose de beaucoup moins, si j'ose dire, carré, de beaucoup moins net que dans la catégorisation, disons, à vocation scientifique. Mais donc je vous exposerai cela la semaine prochaine. Et s'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.